Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'actualité de la semaine revisitée par les journalistes, chroniqueurs et analystes politiques, c'est ici sur Club Média 7. Club Média 7 de ce dimanche qui reçoit Tanguy Agoy, journaliste à Canal 3 Bénin. Tanguy Agoy, bonsoir. Bonsoir Lénaïque, bonsoir chers téléspectateurs. Vous avez passé une très belle semaine, j'espère. Oui, ça va, Dieu merci. Oui. Francis Elojatade, analyste politique, un habitué de ce plateau aussi. Francis Elojatade, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous portez très bien. Je me porte très en forme. Bonsoir. Bonsoir. Acte 1 de cette émission, la revue de presse hebdomadaire que nous propose Marcel Arossi. Sélection des candidats aux législatives de janvier 2023, le temps de tous les dangers. En tout cas, nous sommes à un moment où tous les coups semblent permis au risque de faire voler en éclats la cohésion dans les partis politiques. Gaskiani Info estime que ça chauffe actuellement dans les partis politiques. En cause, le positionnement des militants sur les listes électorales. Aussi bien au sein de la mouvance que dans l'opposition, les candidats potentiels sont en train de jouer des coudes pour écarter toute concurrence. La réforme du système partisan a rebattu les cartes du jeu politique béninois. Si le premier résultat de cette réforme, selon le quotidien, est la diminution du nombre de partis, le nombre d'acteurs, par contre, n'a pas baissé. Dans beaucoup de circonscriptions électorales, les cadres qui s'affrontaient aux législatives se retrouvent aujourd'hui dans un même parti. Ce qui pose problème dans la mesure où il est possible de positionner à la fois les deux sur une même liste, constate Gaskiani Info. Création d'un nouveau fonds dédié à la culture, enfin le remède aux maux du secteur culturel. Il était temps de se départir du Fonds des arts et de la culture pour un organe plus adéquat selon la presse du jour. Si, à son arrivée en 2016, le président Patrice Talon a voulu donner une nouvelle configuration à ce secteur en créant le Fonds des arts et de la culture pour actionner une économie culturelle avec des milliers d'emplois engendrés, les attentes sont toujours grandes et les défis peinent à être relevés. La nation parle de 30 ans d'insatisfaction. 30 ans après l'instauration de ce fonds, l'insatisfaction reste prégnante dans son fonctionnement. Fonds d'aide à la culture et aux loisirs, FACL, Direction générale du Fonds d'aide à la culture, DFAC, Direction générale du Fonds des arts et de la culture, DGFAC. Les dénominations ont changé en 30 années, mais la gestion a demeuré peu reluisante, fait remarquer le quotidien de services publics. Selon la nation, si les pratiques mercantilistes ont visiblement diminué à un moment donné, les acteurs culturels restent constants sur l'opacité de la procédure d'attribution. La presse du jour approuve alors que c'est pour une solution efficace face aux contre-performances, véritable source de l'enlisement du secteur culturel béninois, que le gouvernement a opté en Conseil des ministres du 19 octobre 2022 pour la création du Fonds de développement des arts et de la culture. Cette mesure sonne comme un glas des habitudes non catholiques, conclut le journal. Promulgation de la loi pour la Cour spéciale des affaires foncières, célérité en vue dans la résolution des contentieux domaniaux, une bonne nouvelle pour les justiciables des problèmes de terre au Bénin. Les contentieux domaniaux seront vite résolus car une Cour spéciale est dédiée pour traiter les affaires du foncier. C'est l'espoir de fraternité qui nous apprend que cette loi a été promulguée depuis mardi dernier. Aussi, apprend-on avec ce quotidien, la Cour spéciale des affaires foncières va désormais connaître des actions réelles immobilières, des actions relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le contentieux des actes administratifs relatifs au foncier reste de la compétence du juge administratif, poursuit Fraternité. Le journal renseigne que cette cour a pour ressort territorial les communes d'Abomey-Calavi, Alada, Cotonou, Ouida, Porto Novo, Semepodi et Tori-Bocito. Elle est située à Cotonou, mais peut, si elle le juge utile, se réunir en d'autres lieux relevant de son ressort territorial. Université d'Abomey-Calavi, les jupes taille basse, mini, fente exagérée et les décolletées interdites. Ces styles d'habillement déviant les normes prescrites par le règlement pédagogique des unités de formation et de recherche, selon le communiqué signé du professeur Félicien Avlessi, recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Le matinal, en publiant ce communiqué, s'est permis de relayer des avis contradictoires. Si, pour Nadine Okumasu, membre du parti Les Démocrates, cette décision permettra à nos sœurs de se donner du respect,
car pour une femme, il n'y a rien de plus humiliant que de s'habiller et être obligé d'ajuster à maintes reprises pour empêcher que les autres découvrent sa nudité. Pour Angela Pedia, journaliste, c'est une manière obsolète d'appréhender les violences sexistes et sexuelles. C'est une volonté délibérée de ne pas comprendre les violences sexistes et sexuelles relevant d'une infériorisation légendaire du sexe féminin. 26 octobre 1972, 26 octobre 2022, il y a 50 ans, le 5e et dernier coup d'État réussi par les militaires au Bénin. Il sonnait environ 15 heures ce jeudi 26 octobre 1972 quand l'armée s'engage solennellement à donner au peuple dahoméen l'espoir d'une aube véritablement nouvelle, racontent les 4 vérités. Commandant à l'époque des faits, Mathieu Kérékou prend la tête du nouveau gouvernement qu'il va baptiser gouvernement de la Révolution, se rappelle la tempête. L'année 2022 marque le cinquantenaire de cet événement historique, significatif et chronologiquement provocateur. Ces indicateurs constituent des repères précieux pour une analyse susceptible de féconder les efforts du présent en vue d'un avenir plus promoteur, fait savoir le comité d'organisation d'un colloque international organisé sur le sujet et relayé par l'événement précis. Finissons avec la revue de quelques grands titres de la semaine. Fraternité législative du 8 janvier 2023 compte à rebours pour les partis. La délivrance du quitus fiscal divise toujours. Le matinal, enregistrement des candidatures pour les législatives de 2023, la Sénat donne le top. Course contre la montre dans les états-majors des partis. La Croix du Bénin, législative du 8 janvier 2023, le taux de participation comme critère de crédibilité. Action catholique des familles au Bénin, 70 ans de mission continue. Info Matin, label de gestion décentralisée, une délégation togolaise à l'école du maire Angelo Awandinou. Effet néfaste et meurtrier de la poussière de bois et de l'aluminium, la Fondation Femmes, Climat et Développement sensibilise les acteurs des scieries et des vitreries. 11 pièces pour voter aux législatives de 2023, la carte Lépi, toujours d'actualité. Merci à vous, cher Marcel Larossi, pour ce journal des journaux. Place maintenant à la rubrique 7 jours au Bénin. Tanguy Agoyi, le 26 octobre dernier, marquait le 50e du coup d'État de Mathieu Kérékou, un coup d'État historique qui a inauguré la période révolutionnaire et qui a également mis fin au balai incessant de dirigeants à la tête de ce pays et a sonné le glas du monstre à 3 têtes. Oui, vous avez fini de citer, je dois dire, tous les intérêts majeurs de cet événement. Merci d'abord de m'avoir invité. C'est vrai qu'on réalise avec le recul tout le parcours que le Bénin a pu faire à travers justement ce coup d'État qui était intervenu il y a 50 ans. Bien évidemment, aujourd'hui, quand on jette un regard panoramique pour ce qui concerne, je dois dire, les acteurs qui sont intervenus, peu sont encore en vie, c'est normal, ça fait 50 ans quand même que ça s'est passé. Et je crois, comme vous l'aviez dit, ça a donné un nouveau cap à la fois à la vie politique, sociale, économique quand même, pourquoi pas, parce que on a quand même connu une période assez difficile entre 70 et 90. Et donc ça a quand même donné, je dois dire, un grand coup de changement sur d'importants plans de la vie de notre pays. Francis Eloja Tade, ce coup d'État a été le 5e et le dernier au Dahomey. L'acte a eu le mérite de conjuguer définitivement au passé l'instabilité politique chronique à l'époque. Le Dahomey qui était qualifié d'enfant malade de l'Afrique. Oui, vous faites bien de le dire que le Dahomey était qualifié d'enfant malade de l'Afrique parce que le premier coup d'État est survenu, je crois, en 1963. Et puis le dernier, dans le registre, est intervenu le 26 octobre 1972. Évidemment, vous savez qu'il y avait un désordre parce qu'il y avait le monstre à 3 têtes. Alors, et c'était un paradoxe, ce qu'on appelle triumvirat ailleurs. Et il fallait mettre fin à ce désordre pour que nous puissions changer de cap. Et il faut avouer que ce coup d'État est intervenu avec l'aide des 3A, Aïkpé, Aladaïe et puis à Soba Janvier. Et par la suite, quand le commandant Kérékou a pris le pouvoir, il a pris des décisions fortes.
les trois glorieuses. 31-72, 31-74, 31-75. Mais en fait, 74 était important parce que c'est à Goro que nous avions proclamé le marxisme-léninisme comme notre guide philosophique, même si Kérékou ne comprenait rien de la philosophie, et puis le socialisme scientifique comme notre voie de développement. Donc le Bénin est devenu État socialiste à partir de 1974. De 1974 à 89, avant l'effondrement du régime, parce qu'il y a eu des dérives, le Bénin a connu des périodes de prospérité. De 1972 à 82, et une décennie de prospérité où, pour Kérékou, le socialisme s'assimilait à la création massive d'emplois et à l'étatisation des sociétés. Ça a créé évidemment un hiatus entre les rapports qui existaient entre la France et le Bénin. Il a fallu 81 pour que, en France, Mitterrand vienne, pour que les relations qui ont été refroidies entre le Bénin et la France commencent par se normaliser. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette période-là? Il faut retenir qu'en fait, Kérékou avait le souci d'offrir de l'emploi massif. Mais c'était en marge des possibilités réelles de l'économie nationale. En 1914, tous ceux qui avaient le BPC pouvaient être JI, Jeunes Instituteurs Révolutionnaires. À partir de 1979, tous ceux qui étaient bacheliers pouvaient être JBR. Donc le souci était d'offrir de l'emploi. Les sociétés, on est passé de 12 sociétés à 120 sociétés. Vous voyez, donc on en avait suffisamment. Mais à partir de 1982, la prospérité du Bénin s'est arrêtée. En 1983, nous sommes allés à une table ronde, à la recherche des fonds auprès des bailleurs. En 1986, on est allé au gel des recrutements dans la fonction publique. Et puis de 1986 à 1989, la situation s'est complètement détériorée. On va y revenir. Et puis en 1989, maintenant, après l'effondrement, nous avons fait l'option du renouveau démocratique. Et c'est la conférence des forces vives qui a remis le Bénin sur scène. Ça a servi de rampe de lancement du Bénin sur la scène internationale, au point que nous sommes devenus des baromètres des grands changements intervenus sur le continent africain. Donc de 1990 à nos jours, quels ont été les changements qualitatifs qui ont été opérés et qui ont permis au Bénin d'être une école? C'est ça en fait, parce que en fait, les coups d'État sont terminés. Non pas que les coups d'État n'ont pas été tentés, il y a plusieurs coups d'État tentés, mais qui ont été avortés. Parce qu'il y en a qui sont encore en prison. Tanguy Agoyi, comme l'évoquait votre vis-à-vis, Francis Lojatade, la période révolutionnaire, c'est aussi des réformes, des initiatives plurielles. On a eu l'école nouvelle, les coopératives scolaires, l'Union nationale de salubrité, pour ne citer que... Oui, ce qui nous permet de dire quand même que ça n'a pas été totalement et intégralement mauvais. Je crois que c'est une période qui a quand même apporté beaucoup de choses positives au quotidien du Béninois. Et comme il l'a dit tout à l'heure, il y a quand même eu les premières 10 années d'après le coup d'État qui quand même ont permis au pays d'avoir une certaine prospérité, même si relativement les chiffres avancés dans la période restent, ma foi, soumis à quelques doutes et réserves par rapport justement à tout ce qui avait été annoncé. De sorte qu'on a quand même un certain nombre de choses qui étaient positives, qu'on n'a pas pu quand même faire prospérer ou qu'on n'a pas pu garder jusqu'à l'heure actuelle. Et puis c'est le propre du Bénin, nous avons toujours cette impression, ce n'est pas spécifique à la Révolution, même pendant la démocratie que nous avions engagée depuis 1990, quand un régime vient, ça balaie tout ce qui est par le passé, que ce soit positif ou négatif, on fait toujours apporter sa pierre, et sa façon de faire. On note surtout l'éveil de la conscience patriotique. Oui, Surtout, voyez-vous, on avait quand même à la limite 2 camps, fondamentalement. Et dans les 2 camps, il y avait cette détermination-là à défendre une cause. Au-delà même de l'amour de la patrie, il y avait quand même, je dois dire, l'attachement à la cause. Elle peut être mauvaise ou bonne, en tout cas, mais on avait quand même cette détermination à défendre une cause. Et c'est ici que je veux rendre un grand hommage à ces communistes qui ont quand même, à travers le temps, résisté, à travers la lutte aussi, résisté, même s'ils ont perdu beaucoup de plumes, et qu'aujourd'hui, ils soient réduits à ce que je peux appeler leur portion congrue. Il faut dire quand même que c'était une période qui a travaillé sérieusement à cultiver la citoyenneté chez les gens, même si paradoxalement, la période s'est achevée par
par une grave crise économique engendrée par une mauvaise gouvernance et de graves détournements, on peut se dire quand même que toute cette éducation qu'on a eu à faire avec cette omniprésence, je dois dire, de la tenue militaire sur la scène publique, sur la scène politique, comment est-ce que ça a pu quand même permettre que tout cela puisse arriver. Je crois que notre période actuelle a besoin aussi de puiser dans ce qui a été fait par le passé pour pouvoir reconstruire un autre profil, un autre type de citoyen dont on a besoin. Parce que quand vous discutez avec les gens aujourd'hui, quand vous voyez un peu comment les jeunes agissent aujourd'hui, quand vous voyez le rapport que nous avons avec la chose publique, avec les autres, avec l'autre béninois, on n'a pas l'impression fondamentalement qu'on a eu une éducation qui défend, ma foi, certes, on dira qu'on n'est pas une nation, défend une identité, défend une appartenance géographique ou patriotique, etc. On a besoin d'aller tricher un peu la révolution sur ce plan. Je vous sais aussi historien, il y a cette période qui a été marquée par la lutte contre la sorcellerie avec la destruction des Iroquois. Oui, mais là, c'est les taches noires de la révolution. C'est chasse aux sorcières. Parce que c'est pas réduisant qu'on fasse une chasse à la sorcellerie. Je crois que Kélékou aussi en a fait les frais. Et même ceux qui étaient avec lui, ses collaborateurs en ont fait les frais. Vous savez, Abdoulaye Issa et bien Adjou Koyans ont dû perdre leur vie dans cette affaire-là. Alors, au-delà, ce que je veux qu'on retienne, c'est-à-dire la révolution, on n'a peut-être pas fait le deuil de la révolution parce qu'il y a des bienfaits qui doivent continuer à aider les citoyens béninois à développer un certain nombre de comportements, gouvernance, leadership et surtout citoyenneté responsable. Alors, je voudrais dire que les campagnes de salubrité qui se faisaient à l'époque révolutionnaire, aujourd'hui, on en souffre. Il faut qu'on revienne à ces campagnes. Chaque samedi, on savait que chacun devait nettoyer, arranger. Donc, c'est de façon systématique. Mais oui, c'est les réflexes d'hygiène. Aujourd'hui, on en souffre. Il faut qu'on en revienne. De deux, vous savez que les comportements disciplinaires, on savait que sur la loi révolutionnaire, que ce soit à l'école et autres, il y avait la tenue. Aujourd'hui, si le recteur en vient à prendre des décisions pour interdire l'extravagance... On va y revenir. Bon, vous savez que c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le patriotisme, l'engagement, en fait. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un déficit de patriotisme, puisqu'on n'enseigne plus le civisme à l'école. Si bien que le Bénin ne sait pas tellement... Il n'y a pas d'amour de la patrie. C'est ce qui justifie les grands détournements que nous constatons en dépit des efforts titanesques que le chef d'État fait pour pouvoir endiguer ce mal. Donc, malgré le dispositif institutionnel qui est mis en place pour empêcher la corruption, vous voyez que bon, c'est pas rare. Cette période a été favorable à l'éclosion des talents artistiques scolaires. Je l'évoquais en filigrane tout à l'heure avec les coopératives scolaires. Tout à fait. On a eu l'émergence des Stan Toron, d'Angélique Kidjo et autres, comment le grand babab de Porto-Novo s'appelle, Saboran Danialou et autres, qui quand même ont profité de cette, je dois dire, de cette ambiance, de cette atmosphère-là pour faire éclore leur talent. Il faut dire qu'en fait, l'école est, je dois dire, le lieu par excellence, d'abord d'éducation, et surtout de culture, des vertus qu'on a envie de promouvoir chez le futur citoyen. Parce que quand vous prenez l'enfant, l'endroit où il passe beaucoup plus de temps, c'est l'école. Or, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que l'acteur principal, l'acteur majeur, qui est l'enseignant, ne se sent plus vraiment concerné par la vie de l'enfant au-delà des notions de mathématiques et de sciences physiques. Alors que l'enseignant a une double casquette. Alors que l'enseignant a une double, sinon même 3 casquettes. Au-delà même d'être éducateur, il doit être, je dois dire, l'exemple, il doit être celui qui oriente, celui qui définit, celui qui fabrique même l'âme dont on a besoin. Quand je dis âme, c'est l'esprit même dont on a besoin chez l'enfant de demain, le citoyen de demain. Alors, quand on n'a pas cette école-là, on ne peut pas être surpris d'avoir justement les profils de citoyens que nous avons actuellement. Alors, mon vis-à-vis s'étonne que on ait aujourd'hui des comportements vestimentaires qui inquiètent, qui surprennent, qu'on ait des détournements et autres, parce que fondamentalement, on a appris aux citoyens, pour la nouvelle forme d'éducation, la nouvelle école que nous avons, on a appris aux citoyens qu'il a plutôt des
des droits à exiger de la structure étatique, de la structure gouvernementale, de la structure publique, plutôt que quelque chose qu'il a apporté au profit des autres. Avant, vous vous mettiez ensemble, vous travaillez justement au profit de la communauté. Aujourd'hui, on vous enseignera vos droits, on vous apprendra que c'est le maire qui doit faire ceci, que ce n'est pas le citoyen qui doit balayer parce que vous payez des impôts, etc. Ce n'est pas le refrain qu'on enseignait aux gens. Je crois qu'il faut qu'on revienne sur notre façon d'éduquer nos enfants, et ça va vraiment nous profiter, au-delà peut-être ce n'est pas en remplissant les prisons qu'on va changer l'habitude chez les gens. Moi, je suis convaincu, il faut éduquer la personne dès le bas âge. Il faut lui offrir aussi, je dois dire, de quoi s'occuper pour ne pas s'intéresser à la chose publique. Sinon, apprêtons-nous à construire des prisons vastes de plusieurs hectares. On va évoquer les taches noires de la Révolution en profondeur. La Révolution, c'était aussi le Petit Palais, c'était la tristement célèbre commune du Segbana, c'était l'embrigadement des libertés, l'expression étouffée. Vous savez que sous la période révolutionnaire, la plupart des organisations étaient inféodées au parti. Et pour avoir une promotion, il fallait faire de la délation. Donc, plus vous êtes un délateur, plus vous avez la chance d'être coopté pour être promu. Et puis, les gens trichaient avec la révolution. Il faut pouvoir pousser le slogan révolutionnaire jusqu'à se rompre la corde vocale pour montrer que vraiment on est engagé. Et c'est ça, c'est cette flatterie. On flatte en fait. Avec des chansons à la gloire de la révolution. Mais oui, je crois. Et puis, cette façon de faire n'a pas permis en fait aux dirigeants de détecter les vrais citoyens qui étaient engagés à la cause. Finalement, nous nous sommes rendus compte que les gens ont triché avec la révolution. Et puis, le mal qu'on combattait, la corruption, a aussi eu un droit de cité sur la période révolutionnaire. Au point que, lorsqu'on faisait le bilan, il y a un acteur politique béninois qui a dit que maintenant, M. Kérékou, on se servait avec la cuillère. Et il croyait que sous d'autres dirigeants, qu'on se serve avec la louche en attendant d'utiliser les bonnes. Bon, donc, il faut faire en sorte que nous puissions combattre la corruption. C'est vrai que le mal qu'est la corruption est un mal à combattre parce que la corruption, en fait, détruit l'économie nationale. Et tout le monde est prêt à le faire. Mais on sent que, sur la période révolutionnaire, autant Kérékou le disait, autant il y avait un bicéphalisme. Il y avait une tête qui pensait qu'il fallait lutter, mais il y a une autre tête qui pense que non, il fallait se mettre plein les poches. Et la conséquence est qu'on a vu 89. Vous avez vu la banqueroute. On a fait l'état des lieux. On a vu qu'il y avait une gabégie. Il y avait des gens qui s'étaient octroyés des intérêts, des avantages incommensurables. Et c'est ça qui a obéré les budgets de la plupart des sociétés et autres. Donc, il fallait aller à une gestion efficiente. Je crois qu'une des tâches noires, c'est la corruption qu'on n'a pas pu combattre. C'est aussi la malgouvernance et le manque de patriotisme. Malgré le slogan qu'on martelait, il y avait des citoyens béninois qui n'étaient pas déterminés, engagés. Ils n'avaient pas d'amour de la patrie. Et puis, ils siphonnaient les fonds publics. Donc, je crois que les tâches noires, au plan économique, mettant au plan social, il n'y a que cette fameuse lutte contre la sorcellerie n'a pas aidé à bâtir la nation et la cohésion, puisqu'on a divisé. Et puis, vous savez que la sorcellerie, bon, il n'y a pas un tribunal qui en parle, et puis nos juridictions n'ont pas encore les compétences requises pour traiter cette matière. Conséquence, on sait que c'est un mal qui torpille, qui arrête, qui freine l'élan de développement, mais on n'a pas encore trouvé les mécanismes pour le faire. Donc cette lutte était malvenue parce que, quelque part, plus tard qu'il n'aurait pas dû faire cette lutte. Parce que la plupart de ceux qui faisaient la lutte, la nuit, nuitamment, ils allaient voir les Bokonons pour se faire carapasser. Donc c'était une fausse lutte, perdue à l'avance. Et puis, bon, une des grosses tâches noires de la Révolution, c'était que les prisons qui ont été ouvertes, c'était un mal. Il y avait des cadres, il y avait des innocents qu'on envoyait. Je connais beaucoup de fonctionnaires qui auraient dû apporter beaucoup à l'État, mais qui ont été foutus en prison. Qui ont été foutus en prison, les tortures, c'est pas ce qui manquait. Oui, malheureusement, je crois que pour moi c'est la plus grosse tâche. Pour moi c'est la plus grosse tâche, non pas parce que je suis directement concerné, parce que ça a quand même touché un peu ma famille, je crois. Moi, je suis né à Segbana, vous devinez pourquoi est-ce que je suis né là-bas. Donc, pour moi, c'est la plus grosse tâche.
C'est vrai qu'avant de venir sur les mauvais côtés, j'ai envie de rappeler un très bon côté aussi, la construction d'une armée républicaine. Ah oui. Ça a commencé sous la Révolution. Je crois que c'est la plus belle des réussites qui nous est restée. Ça, au moins, on peut se targuer d'avoir conservé cela, même si, bon, vous l'aviez reconnu, et c'est vrai, des essais, des tentatives de coup d'État, ça n'a pas manqué jusque-là. Alors, pour les taches noires, au-delà peut-être de ces prisons qui ont engendré la fuite des cerveaux, des capitaux, il faut dire qu'il y a eu cette injustice qui s'est installée, l'abus de pouvoir. Pas plus tard que la semaine écoulée, j'ai encore échangé avec un grand cadre de ce pays qui est avocat, qui est en train d'apprêter un de ses ouvrages, qui racontait un peu comment il a vécu. Et vous voyez un grand monsieur du régime qui pouvait débarquer, ma foi, chez vous, dans votre bureau ou dans votre maison, dicter les règles, les lois comme il veut, et même partir avec votre femme s'il en avait besoin. Ça a existé. Il y a aussi cette banqueroute qui a provoqué aussi une crise sociale assez profonde, parce que beaucoup de familles se sont disloquées à cause de la faim. On n'avait pas de quoi manger. C'est la fameuse période où on a volé des marmites sur le feu pendant qu'elles bouillaient de leur contenu. Les salaires ont été coupés. Les salaires ont été coupés, etc. Donc, ça quand même a provoqué beaucoup de déstabilisation, je dois dire, dans ce qui est le tissu social même de notre pays, de sorte à ce que beaucoup de familles se sont retrouvées un peu disloquées. Et j'ai l'impression que ça a eu des répercussions sur la suite après. Parce que l'individualisme a commencé à naître là aussi. On a remarqué, sinon on a conclu que les coopératives, les actions communautaires, les actions communes engagées n'étaient pas véritablement la solution. C'est pourquoi l'option de libéralisme intégral a tout de suite emporter l'adhésion de tout le monde, de sorte à ce que chacun s'est dit, bon, moi-même, en cherchant à sauver ma tête, je pourrais quand même en sortir et relever la tête. Je crois que ça fait mal un peu à la solidité du tissu social, et aujourd'hui, nous en sommes justement enfermés en cet individualisme. Le tissu social qui s'est effrité, transition trouvée pour aborder le deuxième sujet au plan national. On va s'intéresser à cette décision rectorale de l'université d'Abomey-Calavi. Par un communiqué rendu public, le recteur qui interdit désormais le port des tenues fantaisistes, celles-ci, entre autres, on va citer les mini-jupes, les tenues décolletées et les tailles basses. Oui, je crois qu'en fait, il y a des valeurs qui doivent gouverner l'université. Et je trouve que c'est pas mauvais que d'envisager une police des mœurs, mais sauf qu'il ne faut pas lui donner la dimension qu'elle a aujourd'hui en Iran. Parce que ce qui se passe en Iran n'est pas du tout réluisant. Je trouve qu'évidemment, mais c'est à croire qu'on met la charrue avant les bœufs. Parce qu'il faut aller pas nivellement par le bas, en fait. Parce que quand vous voyez dans la société, vous voyez des jeunes qui sont dépravés, qui sont mal habillés, qui portent des boucles d'oreilles. Bon, alors il y a autant de travers que nous avions développé. Mais ces jeunes, on les retrouve encore à l'université. Je trouve qu'évidemment, le souci du recteur, c'est faire en sorte que ces jeunes filles qui sont dépravées, qui s'habillent très mal, qui sont extravagantes, n'influencent pas, ne provoquent pas, n'harcèlent pas les enseignants. Parce qu'en fait, le souci, c'est faire en sorte que nous ayons des enfants modèles. Or, l'enseignant, l'universitaire, en fait, il est responsable. Il est responsable, à moins qu'il veuille lui-même s'abêtir. Sinon, autrement, il ne peut pas tomber sous le charme de façon facile des jeunes filles. Mais il arrive que nous constatons qu'à l'université, il y en a qui sont champions parce qu'ils veulent remplir leur bloc-notes de noms de jeunes filles étudiantes qui sont passées par leur livre. Bon, c'est malheureux. Il y a toute une batterie de tests qui disciplinent le corps professionnel universitaire. Oui, mais c'est que ce communiqué, en fait, ce communiqué vient un peu comme pour infantiliser les anciennes supérieures. Comment ça? Mais oui. C'est à croire qu'ils ne sont pas suffisamment responsables pour résister, en fait, à la pression. C'est quand on prend le recul. C'est vrai que tout de suite, il y a un problème, c'est vrai, mais j'ai compris qu'il y a un problème de management. Et puis, dans le management, il faut voir, en fait, le langage. C'est capital. Le choix des mots, c'est déterminant. Et la stratégie. Parce que
Je crois, je ne sais pas si M. Tanguy est linguiste, je ne sais pas, ou peut-être fait moderniste. le- Bon, ok. Mais vous savez qu'il y a meilleure façon aujourd'hui de prendre des mesures pour impacter les cibles. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, à travers ce communiqué, bon, ça peut apeurer, les gens peuvent se rétracter. Mais si les jeunes filles sont consentantes, on ne va pas réduire, on va pas... Bon, nous savons ce qui se passe. Il suffit d'aller à l'université la nuit pour voir tout le bordel qui s'y trouve. Quelles sont les mesures que le recteur peut prendre au-delà du communiqué pour éduquer la jeunesse à des comportements responsables? C'est là la grosse pour éviter interrogation. les déviances, Tanguy Agoyi, les déviances vous comportementales. qui intervenez en milieu universitaire, quelle est la pertinence de cette décision? Bon, il faut déjà dire que l'université, le campus est le pays en miniature. Et donc, tous les mots que nous rencontrons dans la société normale, nous les rencontrons dans cet espace-là aussi. De sorte à ce qu'on peut comprendre que quelqu'un soit dérangé, un responsable soit dérangé par un comportement vestimentaire. Moi, je ne vois pas le communiqué sous l'angle de l'infantilisation des enseignants. Parce qu'un enseignant responsable, consciencieux, professionnel, etc., peut être dérangé aussi par une fille mal habillée. Non pas parce que cela provoque chez lui des élans sexuels ou d'envie sexuelle, mais simplement parce que du point de vue moral et du point de vue de son éducation personnelle, il ne peut pas être à l'aise pour dispenser son cours. Donc je pense que ce communiqué va permettre peut-être, notamment aux filles qui font du suivisme, notamment aux jeunes garçons qui font du suivisme et qui s'habillent mal, de se rappeler qu'en fait on est en société et qu'il y a des règles qu'il faut observer. Mon deuxième niveau d'intervention par rapport à ce sujet, c'est que j'espère vraiment qu'on ne va pas s'arrêter au simple communiqué. Parce qu'à l'université, il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises, mais dont le suivi n'est pas venu. Comment peut se faire la Comme par répression exemple- justement? Comme par exemple, laissez-moi finir, comme par exemple l'usage de sachets plastiques. Comme par exemple l'accès à l'université pendant la nuit ou à partir de certaines heures, sur carte d'identité à la fois d'étudiants ou d'identité civile, etc. Moi, je ne sais pas comment est-ce que ça peut se faire. Le rectorat peut s'appuyer, pour répondre à votre question, peut s'appuyer sur les organisations estudiantines qui sont à l'université. Je crois qu'ils ont la police universitaire qui est là, ils ont le code, Elle ils a ont été dissoute, apparemment. truc. Ils ont quand même des structures qui parlent mieux et plus efficacement aux étudiants qu'un simple communiqué. Et si c'est pour envoyer un policier là-bas, pour réglementer la chose, je crois que ça va davantage les braquer. Il faut faire un travail sérieux de sensibilisation, de discussion et d'éducation aussi. Et la tâche revient fondamentalement. C'est vrai que quand je le dis, les gens pensent que c'est une exagération ou j'en veux aux enseignants, mais ce n'est pas le cas. L'enseignant aujourd'hui est l'acteur majeur sur lequel repose l'éducation des enfants de ce pays. Parce que les parents, ils sont démissionnaires. C'est vrai qu'on doit les rappeler à l'ordre pour leur rappeler leur rôle, leur responsabilité. Mais fondamentalement, celui qui est au contact de l'enfant régulièrement, c'est l'enseignant. Et si on n'a pas fait le travail au niveau inférieur, je me demande comment est-ce qu'on peut redresser le bois qui est déjà mort et sec. Donc, ce communiqué va rester, ma foi, un communiqué. Et 2-3 semaines après, on va l'oublier, on va passer à autre chose, tout comme beaucoup d'autres décisions qu'on a prises à l'université qui sont passées à l'oubli. Comment rendre effective l'application de cette décision rectorale? Non, je crois qu'évidemment, il faut associer les enseignants. C'est important pour qu'ils fassent l'œuvre d'éducation et de sensibilisation, puisque les enseignants à l'université, en fait, ils sont des instructeurs, pour la plupart, dans leur mode opératoire. Or, ils devaient être des éducateurs. Donc, parce que l'éducation est globale. Il faut veiller à ce que les enseignants aussi s'associent à la mesure pour aider les enfants à éclore le potentiel, mais aussi à développer les valeurs éthiques, pour qu'on puisse corriger les déviances comportementales qui n'en auront pas du tout notre université, qui n'en auront pas du tout la société. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que cette affaire de lutte contre les déviances, il y a les parents, en fait. Qu'on le veuille ou non, ils ont un rôle irremplaçable. Or, il se fait que dans beaucoup de cas, on a compris que la pauvreté aidant, c'est la paupérisation. Donc, les parents sont démissionnaires parce qu'ils n'ont pas les ressources. Les enfants sont obligés de se livrer. Peut amener à mal s'habiller. Mais oui, si. Non, mais écoutez, quand ils sont pauvres, Non. La pauvreté conduit
peut Oui, au suivisme, amener, oui, au justement, au snobisme. suivisme. Mais mal s'habiller, ça c'est autre chose. Hein. Oui, On peut être pauvre, mais s'habiller décemment. On peut avoir la même tenue, peut-être même blanchie par l'usage excessif et le soleil ardent. Mais Quand on a fini de dire ça, nous sommes à l'ère de la mondialisation des réseaux sociaux. C'est normal que les étudiantes béninoises veuillent s'habiller comme leurs congénères de la sous-région, voire du monde. c'est quoi dans la sous-région, on s'habille demi-nu ou bien on s'habille... C'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. Non, je crois qu'il nous faut faire des options. Et il faut apprendre aux jeunes que la définition et l'atteinte des objectifs pour soi et des objectifs de vie passe fondamentalement par des choix qu'on opère. Et parmi ces choix aussi, il y a le comportement, il y a aussi l'habillement. Vous savez, aujourd'hui, rien ne s'oublie grâce à Internet. Ce que vous avez publié de vous-même aujourd'hui sur Internet peut vous rattraper dans 20 ans simplement parce que quelqu'un allait sur Internet taper votre nom. Donc, Il y a même des recruteurs qui font ça. il y a même des recruteurs qui font recours carrément à ce que vous faites sur Internet, sur votre compte Facebook, Twitter ou tout ce que vous voulez, pour voir à quel type de personne vous ressemblez ou quelle est la personne qu'il a en face de lui. Et donc, ce sont ces éléments, ce sont ces arguments qu'on doit avancer auprès de nos jeunes frères et sœurs afin de les amener à comprendre un peu la pertinence de ce qu'il faut quand même garder une certaine ligne en matière donc d'éducation, enfin en matière donc de comportement vestimentaire et moral. Au-delà de ça, bon, ça va rester ce que ça reste, hein, parce que qu'est-ce que l'enseignant pourra dire à son enfant, à son étudiant qui est branché, ma foi, 8 heures sur 24 sur Internet, qui est dans la rue, qui voit un peu les photos de ses stars préférées, qui voit un peu comment le monde évolue. Qu'est-ce que l'enseignant peut dire que l'enfant peut garder? Alors même que sur la scène publique aussi, on a d'autres acteurs dont le comportement influence aussi l'enfant. Voyez-vous, aujourd'hui, les enfants pensent que le plus tôt possible, on a de l'argent et le plus on est heureux. Alors qu'il faut quand même traverser le temps, travailler à gagner de l'argent pour quand même profiter assez honnêtement de la sueur de son front. Or, sur la scène publique, vous verrez bien que ce que les gens promeuvent, ce n'est pas fondamentalement, je dois dire, le travail bien fait qui génère justement ce à quoi on a droit, mais plutôt, je dois dire, le profit, la facilité, etc. Il n'y a qu'à voir un peu, hein, quand on a fait appel pour dire venez déposer vos dossiers de candidature pour les législatives, vous aviez vu combien de nombre on a, comme si justement c'était le seul endroit où on pouvait, ma foi, gagner sa vie. Parce que tout le monde sait, en politique, c'est plus facile qu'en entreprise. Francis Selo Yatade, cette restriction vestimentaire va-t-elle pour autant régler l'épineux problème du harcèlement sexuel en milieu universitaire? Non, ça peut contribuer à réduire. Mais au-delà, c'est qu'il faut trouver d'autres mécanismes pour surtout amener les enfants à construire leur personnalité. Parce que la dignité se construit en fait. Or, aujourd'hui, si vous voulez avoir de la valeur, il faut évidemment veiller à ce que votre comportement soit soigné. C'est important. Bon, maintenant, c'est que le recteur, il est dans ses 4 murs, il a pris une décision, mais s'il n'a pas des gens pour l'aider à faire le suivi, parce qu'il faut aller aussi à l'évaluation. Il doit avoir des indicateurs qui lui permettent de savoir qu'il est en train d'avancer dans le suivi, parce qu'il veut régler un problème. Et il a ciblé, en fait, une couche. Alors, il faut qu'il ait le retour, il ait le feedback pour savoir que, ben voilà, j'ai atteint tel niveau de sensibilisation et que le mal que je veux combattre est en train de disparaître progressivement. Maintenant, il faut veiller à ce que les enseignants, j'en viens surtout aux enseignants, parce qu'on sait combien d'enseignants se sont mariés à leurs étudiantes. Hein? Bon, je ne veux pas citer ici, parce qu'ici, nous sommes sur une place publique, hein, moderne. Mais écoutez, les enfants ressemblent plus à leur temps qu'à leurs parents. Aujourd'hui, la question de l'éducation est une question. Et nous ne sommes pas à la croisée des chemins. C'est plus difficile. C'est pourquoi il faut une convergence sur ces listes d'action pour que nous puissions aider les enfants à construire leur personnalité. C'est difficile, mais il faut qu'on y arrive. Et c'est parce que c'est difficile qu'on en parle. Donc, il faut que les parents sachent qu'ils ont un rôle important à jouer. Décortiquons maintenant l'actualité à l'international. C'est dans la rubrique Interactif. On va s'intéresser à la primature britannique. Rishi Sunak est le tout nouveau Premier ministre au Royaume-Uni. Il succède à Liz Truss, démissionnaire, elle-même qui a succédé à un autre démissionnaire, Boris Johnson. Francis Selo Yatade. Je crois que l'actuel Premier ministre
C'est un banquier. Il a été ministre des Finances sous Boris Johnson. Je crois qu'il a 42 ans. C'est le plus jeune. Il a 42 ans. C'est le plus jeune des premiers ministres depuis 1812. Donc je crois que c'est un record. Et il faut avouer que Boris a démissionné parce que le Parlement l'a lâché. Et si Madame Lise Truss est arrivée, vous savez qu'il y avait eu une concurrence pour la présidence du Parti conservateur entre les deux. Je crois qu'elle avait réuni, 81 326 voix contre 60 389 voix. Donc, c'est des rivaux, les deux. Et si après 45 jours, parce qu'elle n'a fait que 45 jours, c'est le plus court séjour à la tête de la primature, mais c'est aussi le séjour le plus riche en enseignement, puisqu'elle a enregistré la mort au moins d'Elisabeth de la Reine. Bon, elle a enregistré aussi les turbulences économiques. Elle a aussi enregistré le chaos politique. Elle a été le premier ministre le plus éphémère de l'histoire politique. Mais oui, mais le plus en vue. Donc, en fait, il faut dire qu'aujourd'hui, cette instabilité que vit le Parti conservateur... Quel est le mal qui ronge et qui ruine justement le Parti conservateur britannique? Non, mais il ne faut pas sortir de l'auberge tout de suite, parce que le décès de la reine, parce qu'elle avait une onction qui permettait au moins de canaliser les énergies. Aujourd'hui encore, le vide qu'elle a créé fait là que les conservateurs ne vont pas s'en sortir. Vous savez que les travaillistes sont en train de demander qu'on aille même à des élections anticipées. Donc, entre eux-mêmes, ils se tirent entre les jambes. Vous savez que Truss a été d'abord décriée. Elle a été contestée au sein du Parti conservateur avant d'être décriée dans l'opinion publique parce qu'elle-même, elle a erré. Elle n'a pas, même au niveau des politiques économiques, politiques publiques, les options qu'elle a faites en chemin, elle a fait volte-face. Or, vous savez que les Britanniques, en fait la plupart des Occidentaux, ils ont des objectifs à atteindre. Ils ont un cas de charge. Il faut faire un suivi. C'est différent de ce qui se passe en Afrique, un truc comme ça. Et il y a des citoyens qui font un suivi minutieux des comportements des acteurs. Donc, elle est suivie, on a compris qu'elle n'avait pas l'étoffe. Par conséquent, elle ne pouvait plus continuer à porter l'étendard du Parti conservateur. Une gestion catastrophique des crises actuelles par les conservateurs. En face, les travaillistes s'en moquent. Oui, et c'est d'ailleurs le premier enseignement que moi je tire de son passage à la primature. C'est-à-dire, une chose est de gagner une élection, et une chose est surtout de bien gérer le pouvoir, d'arriver à gérer le pouvoir. Parce que le pouvoir a une essence de gestion des contradictions. Et quand vous n'aviez pas justement cette étoffe, cette carapace pour encaisser, quand vous n'avez pas cette capacité à vous mettre au-dessus et à projeter dans l'avenir, forcément on en arrive à cette situation-là. Mais au-delà peut-être ce qui a trait à l'essence même du pouvoir qui peut expliquer cela, il faut voir un peu dans quel dynamisme le monde est en train de s'inscrire aujourd'hui. C'est vrai qu'en Afrique, nous sommes en train d'aller vers, je dois dire, un nationalisme qui ne s'explique pas, avec notamment ce que les autres peuvent appeler le sentiment anti-français qui est en train de naître, même si fondamentalement et dans les faits, ce n'est pas ce qui se passe. A contrario, ailleurs aussi, c'est vrai, à l'extrême de l'Europe, il y a aussi ce sentiment de se refermer sur soi. C'est d'ailleurs même ça qui a conduit l'Angleterre à quitter l'Union européenne. On peut comprendre donc que l'envie justement de se refermer sur soi peut avoir été découverte comme un danger pour soi-même. C'est pourquoi d'ailleurs les partis qui sont d'obédience conservatrice à travers le monde ont beaucoup de problèmes aujourd'hui. Regardez un peu aussi aux États-Unis. Quand vous voyez un peu les républicains, toujours en difficulté parce que justement cette option ne nourrit plus justement son homme. Et je crois que ce sont ces deux éléments qui ont amené Lustros à jeter l'éponge. Et ça va continuer notamment avec moi je ne suis pas oiseau de mauvais augure, ça va continuer notamment avec le nouveau dirigeant que nous avons là. Si lui-même ne voit pas un peu la dynamique dans laquelle les populations sont en train de s'inscrire aujourd'hui. Aujourd'hui, les peuples à travers le monde sont plus rebelles que jamais. Et tout de suite, quand ils vous ont élu, tout de suite, ils sont vos premiers opposants parce qu'ils veulent des résultats tout de suite, parce qu'ils veulent des choses tout de suite. Or, le monde, en tout cas, pour ce qui est sur le plan du plan économique, le monde est en pleine crise.
N'oubliez pas qu'on a traversé beaucoup d'épreuves. Hein. La plus récente, c'est le coronavirus qui a éprouvé fondamentalement les bases économiques même de beaucoup de nations. Et donc, ces différentes crises... Le conflit russo-ukrainien qui est tout chaud. Tout cela installe le pouvoir sur des braises et sur des urgences qu'il faut régler. Et quand vous venez et que vous n'avez pas de solution immédiate au problème qui se pose, tout de suite, vous avez le dos au mur. Donc, je crois que c'est ce qui est arrivé, en fait. Rishi Sunak, doublement plus riche que le roi Charles III, il doit sa fortune, c'est vrai, c'est un ancien banquier, ancien ministre des Finances, mais son épouse est une héritière d'un géant de l'informatique. Carrément au trône. Ce richissime Premier ministre, ça fait jaser. Oui, je crois qu'il y a peut-être des perspectives qui se dessinent, mais il y a un problème au niveau du Parti conservateur qui pourrait être un handicap. Vous savez que depuis le référendum du Brexit de 2016 à aujourd'hui, je crois ça fait 5 premiers ministres en 6 ans. Hein, c'est une instabilité chronique. Et puis vous savez que Boris, était tenté d'aller aussi, mais il s'est désisté par la suite. Ça veut dire que même, c'est parce qu'ils ont dit, mais il vaut mieux qu'on fasse un bloc pour éviter que les travaillistes ne ravissent la vedette. Voilà. Donc, dans ces conditions, il a travaillé surtout, au-delà, évidemment, de sa carapace, de sa surface financière, il a travaillé à respecter les options du parti pour avoir l'accompagnement nécessaire pour conduire à terme ce mandat. Parce que c'est le mandat tel que c'est que à ce rythme, chaque année, on a un nouveau Premier ministre. Ce qui n'en a pas la grande. Et puis la crise, vous appelez la guerre russo-ukrainienne, dont les effets collatéraux ont perturbé le fonctionnement des économies. Vous savez que le pétrole, le prix a flambé, il y a eu une crise alimentaire des denrées de première nécessité au Royaume-Uni, mais c'est comment régler ces urgences. Parce qu'en fait, c'est l'incapacité de Trust à régler ces problèmes qui a fait que Trust a été mal barré au sein du parti. Donc, il y a des priorités qui doit être à la prunelle de ses yeux, et c'est ça qui ferait que son mandat serait un mandat réussi. Et il a fait l'option de réduire les dépenses au lieu de contracter des dettes. D'aucuns estiment que c'est parce que lui-même il est à l'abri du besoin. Oui, et bon, les interprétations peuvent être multiples. Hein. Évidemment, c'est plus facile quand on est à l'abri du besoin, demander aux autres de faire le sacrifice. Donc on peut comprendre un peu cette interprétation. Il y a aussi que, je suis en train de remarquer que les peuples de plus en plus sont en train de faire confiance à des gens qu'ils pensent qu'ils sont à l'abri du besoin et à qui ils confient leur destin. C'est même parce que peut-être ceux qui, ma foi, ont grandi je dois dire, au sein du peuple et qui vivent les mêmes problèmes du peuple n'arrivent plus, une fois au pouvoir, à régler les problèmes qui se posent au peupe. J'espère que cette option... Oui, j'espère vraiment que, et ce n'est pas seulement qu'en Afrique, hein, j'espère vraiment que cette option va permettre d'avoir une solution véritablement aux différents problèmes qui se posent à l'humanité. Parce que c'est une question planétaire à la limite aujourd'hui. Les questions de crise politique, les questions de crise économique et même environnementale sont essentiellement planétaires aujourd'hui. Votre regard sur cette option pour finir avec le sujet? Non, je crois que j'adhère évidemment à la réflexion qui a été conduite, qui a été menée. Et il faut dire que dans ce monde globalisé, les solutions doivent être des solutions de convergence. Le mal que nous décrions, c'est la gouvernance, la qualité de la gouvernance. C'est ça qui affecte le monde. Donc il faut revoir la gouvernance mondiale, la gouvernance de nos États, si nous voulons vraiment. Et puis là, il faut qu'il y ait des managers. Donc il faut aller à la triade, c'est-à-dire gouvernance, leadership et citoyenneté responsable. Faisons en sorte que les gouvernants, désormais, soient des gens qui soient outillés. Parce qu'il faut avoir des outils. Parce qu'il faut avoir le management qu'il faut. Vous voyez combien de personnes sont décidées parce que, bon, on leur a dit que Pfizer, c'était du sucre avec de l'eau, un truc comme ça, des conneries de ce genre. Bon, bref. Avoir le management qu'il faut pour diriger. Pour diriger. Dernière rubrique de cette émission, les potins de la toile.
C'est une image qui est devenue virale à l'occasion du concert célébration des 25 ans de carrière du duo Yodé et Siro. Après la prestation artistique du groupe Magic System, Asalfo est descendu dans la foule pour saluer les autorités présentes, mais il a été recalé par la garde rapprochée de l'ancien président Laurent Gbagbo. Sur la toile, les commentaires vont bon train. Il lui serait reproché le fait de n'avoir pas porté son cache-nez. Bon, ça c'est l'excuse diplomatique. Mais on peut faire des analyses au-delà peut-être de ce qu'on a vu à la télé. Je me rappelle qu'une fois sur ce plateau, je disais à propos de la politique en Côte d'Ivoire qu'elle est bipolarisée aujourd'hui. D'ailleurs, même c'est ça qui a fait qu'on a connu, sinon elle a connu la crise de 2011. Le Nord contre le Sud. Et on verrait bien que sur des questions politiques, des acteurs qui étaient très volubiles, qui étaient très prolixes, qui prenaient position, ont commencé à se réserver. Parce que peut-être il y a un régime qui est en place, non pas parce que le régime a un comportement vis-à-vis de ceux qui prennent la parole publique, mais c'est parce que le régime appartient à une région du pays. Il ne faut pas surtout oublier que là-bas, au-delà de tout, il y a une sorte de régionalisation même de la vie politique. La chose est propre au contexte africain, mais elle est très accentuée en Côte d'Ivoire. Vous voyez les grands leaders que nous avons là, Henri Konan Bédié avec son parti qui détient une partie du pays, Laurent Gbagbo avec son nouveau parti qui quand même se replie un peu au niveau du sud et du centre du pays, et puis le nord qui appartient à la limite à Alassane Dramane Ouattara. Le pays est ainsi partagé. Comment interprétez-vous? Du coup, vous verrez, il y a une réserve dans les rapports, les dirigeants politiques peut-être ou les responsables politiques du Sud qui se méfient des acteurs publics, culturels, etc. du Nord, et les acteurs politiques, culturels du Nord qui se méfient ainsi vice-versa. Et je crois que ça empoisonne progressivement la vie publique, la vie politique, la vie sociale de la Côte d'Ivoire. Ce qui me fait craindre cette chose qu'on n'est pas sorti véritablement de la crise qu'on a connue en 2011 en Côte d'Ivoire. Les démons sont encore là, les fantômes de 2011 sont encore là, ils sont bien réunis. Je crois qu'il y a quelqu'un qui disait même que Laurent Gbagbo sera le candidat en 2024 ou 25, voilà. 25, voilà, en 2025, déjà tout de suite. Il suffit juste au président actuel, ça a commencé à se susurrer aussi, qu'il doit passer son deuxième mandat de la 5e République, un truc comme ça. Ça commence à se polariser. Du coup, j'ai l'impression qu'on aura un bis repetita de 2011 si on ne sait pas faire, si on ne sait pas s'y prendre en Côte d'Ivoire à la prochaine élection présidentielle. Pour certains, Laurent Gbagbo, quand il était président, avait largement soutenu financièrement le groupe Magic System. Il ne disait pas qu'aujourd'hui Asalfo soit aux côtés d'Alassane Ouattara. Oui, c'est ça. Je crois que Asalfo a pris position et c'est ça que le président Gbagbo n'a pas supporté. Et son entourage, son environnement le sait mieux. Vous savez que, le président Gbagbo, je souhaite vivement parce qu'à des mois donnés, j'ai pris position, j'ai même donné des conférences pour attaquer la CPI, et puis Bensouda me donne raison parce qu'elle-même elle a dit qu'elle était manipulée. Bon, je constate qu'évidemment, le président n'a pas encore digéré ce qui se passe. Et au-delà, il y a l'ancien président du Parlement, Guillaume Soro, qui est allé prendre ses excuses à Laurent Gbagbo pour lui dire qu'il n'avait pas la science infuse, s'il savait que Ouattara allait lui faire ce coup, que c'était pour des questions de paix, des questions de cohésion nationale, qu'il était allé dans le camp d'Ado, d'Alassane Dramane Ouattara. Mais le président a semblé pardonner, mais il n'a pas coopté comme cela se doit, donc il a toujours des réserves. Or, comme il a des prétentions sur le pouvoir pour 2025, je crois qu'il ne veut pas se salir la main, il veut toujours avoir les gants pour éviter qu'on le piège. Mais je souhaite vivement qu'il ait la dimension qui soit au-dessus de la mêlée. Un peu comme le président sud-africain, le président Mandela l'a été. Parce qu'un chef d'État, c'est un leader, il doit avoir un leadership particulier. On attend de lui qu'il se mette au-dessus de la mêlée et qu'il travaille à l'unité nationale, à la cohésion, et qu'il passe l'éponge sur le passé. Parce que c'est vrai que le passé est douloureux. Mais si nous devons chaque fois avoir les regards dans le rétroviseur, on ne pourra pas avancer.
il faut fonctionner comme un aéronef, comme un avion. On a fait 10 ans. Il faut pardonner. Mais Mandela a fait 27 ans. Nous sommes tenus par le temps. Oui, mais nous sommes tenus Mandela- par le temps, Francis oui, Selodjata. mais Tout le monde Mandela- n'est pas habité par l'esprit Mandela ou l'âme de Mandela. Médiaset de ce Oui, dimanche. pardon. Non, ce sera tout. Je le rappelle, il y a reçu Francis Selodjata, analyste politique. Merci à vous. Merci beaucoup. Avec nous également, c'était Tanguy Agoy, journaliste à Canal 3 Bénin. Merci. Merci. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain.